je me présente, je m'appelle Nicole Galland et je suis présidente de la commission scientifique des grands-parents pour le climat. C'est en cette qualité que je vous souhaite la très bienvenue ici ce soir pour cette conférence débat. Je le fais au nom des 3 organisateurs de la soirée, c'est-à-dire l'Université de Fribourg, les artisans de la transition et les grands-parents pour le climat. Nous sommes donc ici dans cette vénérable aula magna de l'Université de Fribourg qui nous accueille et j'aimerais passer tout de suite la parole à sa rectrice, la professeure Astrid Épinay, qui nous fait le plaisir de venir nous dire quelques mots. Je vous en prie, Madame Épinay. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour ce gentil accueil dans notre magnifique aula de l'Université de Fribourg. J'espère que vous trouvez aussi que cette aula est magnifique. Peut-être les sièges sont moins magnifiques pour être assis, mais les débats seront certainement si passionnants que ça compense un peu les sièges qui sont d'ailleurs protégés par les biens culturels. Parenthèse fermée. C'est un grand plaisir de vous accueillir à l'Université de Fribourg pour cette conférence. Nous vous remercions d'avoir pensé à l'Université de Fribourg pour l'organiser, pour une thématique qui va encore nous occuper quelques années, je pense. L'Université de Fribourg qui compte, n'ayez pas peur, je ne vais pas parler pendant 3 heures pour présenter l'Uni de Fribourg, mais peut-être pas tous et toutes d'entre vous la connaissent, qui compte environ 11 000 étudiants et étudiantes, dont environ 2/3 d'autres cantons de Fribourg. Nous avons environ un tiers des étudiants et étudiantes qui sont germanophones. Nous avons environ 50%, 55% qui sont francophones et le reste est allophone, italien principalement. L'Uni de Fribourg se caractérise par tout un ensemble de pôles d'excellence et de recherche que je ne vais pas vous dénommer maintenant ici en détail. Il y a un pôle qui a été instauré récemment, grâce d'ailleurs à des moyens tiers, en tout cas pour le début. C'est un pôle de recherche en humanité environnementale. Il y a un nouvel institut qui d'ailleurs sera inauguré, je crois que le 18 novembre prochain. Donc la thématique principale de ce nouvel institut, c'est justement les humanités environnementales, donc la question de savoir comment faire pour, disons, ancrer la préoccupation environnementale, si vous voulez, aussi dans la société. Donc, c'est intéressant. Nous attendons avec beaucoup d'impatience les prochains pas de cet institut qui, d'ailleurs, a déjà mis sur pied des cursus de master. C'est un plaisir d'être parmi vous aussi, si vous me permettez cette petite remarque de biographie personnelle. Mes débuts, et puis je regarde avec plaisir une collègue de l'époque, mes débuts scientifiques ont commencé en 1990 à l'IDEAP à Lausanne avec le thème de l'environnement. Donc le thème, c'était à l'époque le droit de l'environnement, en tout cas le mien européen et international, 1990. 1992, la Convention cadre sur le climat. Donc la question est vieille. On savait déjà en 1992, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, mais on savait déjà à peu près oui, quelles actions il faudrait quand même prendre. Depuis, certes, et ça je crois qu'il faut pas l'oublier, il y a beaucoup de progrès aussi qui ont été faits au niveau de la protection de l'environnement. On serait beaucoup dans une situation beaucoup pire, si je peux dire ainsi, si on n'avait pas eu un certain nombre de conventions internationales, un certain nombre également de règlements directives européennes et puis un certain nombre évidemment aussi de lois nationales. Ceci dit, il y a comme j'aime bien dire, une marge de progression encore considérable dans ce domaine, pas seulement d'ailleurs dans la protection du climat, mais aussi dans beaucoup d'autres domaines de la protection de l'environnement. Je pense notamment ici à la biodiversité.
Die Herausforderung wird also sein in den nächsten Jahren, oder soll ich besser Jahrzehnte sagen, ich denke, es ist eine Herausforderung, die uns nicht verlassen wird sein, die notwendigen Entscheidungen zu treffen, damit tatsächlich ein Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung verwirklicht werden kann. Nachhaltige Entwicklung übrigens, was ich einen etwas merkwürdigen Ausdruck finde, sofern man ihn nicht versteht, wie ich das eigentlich bevorzugen würde, als den Grundsatz einer dauerhaft umweltgerechten Entwicklung. Wenn Sie, kleine Fußnote, oder wenn Sie nachhaltige Entwicklung verstehen als die gleichzeitige Verwirklichung der sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklungen, verwischt man letztlich, so scheint mir, die Zielkonflikte, die damit einhergehen. Und Zielkonflikte gibt es nun einmal, zumindest in Teilen, und wahrscheinlich löscht man sie nicht dadurch aus, dass man so tut, als gäbe es sie nicht. Ja, wenn man Zielkonflikte sagt, sagt man gleichzeitig auch Güterabwägungen, Entscheidungen, politische Entscheidungen insbesondere, die getroffen werden müssen über Maßnahmen, die zur Debatte stehen. Heute Abend wird es um ein spezifisches Thema gehen, die Finanzmärkte. Häufig ist es auch nicht ganz klar, welche Wirkungen welche Maßnahmen genau haben. Oder? Hier streiten sich mitunter auch Expertinnen und Experten. Also bei den Entscheidungen, die zu treffen sind, gibt es immer auch einen gewissen Unsicherheitsfaktor. Der liegt weniger darin, dass man sich fragen könnte, ob man etwas tun sollte, jetzt im Verhältnis zum Klimawandel oder auch bei anderen Themata des Umweltschutzes, als welche Maßnahmen nun genau die richtigen sind, wann sie ergriffen werden sollen, auf welcher Ebene und so weiter. Dans ce sens, à mon avis, les mesures qui doivent être prises selon les procédures d'un État de droit de manière démocratique, les procédures que nous connaissons et que nous avons la chance en Suisse de pouvoir en profiter. Cette chance, nous n'avons malheureusement pas dans beaucoup de pays au niveau global. Es ist also nach meinem Dafürhalten die vornehmste Aufgabe der politischen Verantwortungsträger, im Rahmen der verfassungsrechtlichen Vorgaben darüber zu entscheiden, welche Maßnahmen wir nun zu ergreifen haben. Diese Entscheidung sollte natürlich nicht irgendwie erfolgen, wenn Sie mir diesen Ausdruck verzeihen. Diese Entscheidung sollte auf der Grundlage der wissenschaftlichen Erkenntnisse erfolgen. Nous savons tout un ensemble nous sommes au courant de tout un ensemble de paramètres aujourd'hui par rapport notamment au changement climatique, mais aussi par rapport à d'autres thématiques de protection de l'environnement. Et c'est la responsabilité, la grande responsabilité du monde politique de prendre en compte ce savoir que nous avons aujourd'hui, même si on ne peut pas mettre égal à égal savoir, égale certitude, mais nous avons des évidences aujourd'hui que, à mon sens, qu'on ne peut plus nier. Dans ce sens, la politique d'un côté et la science de l'autre doivent jouer chacun leur rôle. La politique doit vraiment endosser cette responsabilité de prendre les mesures à son temps. Donc, engageons-nous, et je vous remercie vivement de votre engagement, engageons-nous pour que les décisions soient prises, si possible aussi dans les temps, mais en respectant nos principes démocratiques et d'état de droit dans ce contexte. L'état de droit, si vous me permettez cette dernière note de bas de page, cet État de droit ist schon eine der vornehmsten und wichtigsten Errungenschaften der Zivilisation, die es uns ermöglicht, in Frieden miteinander zu leben, ohne uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, wenn Sie mir die etwas saloppe Ausdrucksweise erlauben. Und es lohnt sich, dieser Errungenschaft wirklich auch Sorge zu tragen. Dans ce sens-là, encore un grand merci
à vous tous et toutes. Un grand merci aussi aux organisatrices et organisateurs de cette soirée et des bons débats maintenant pour la suite. Je serai malheureusement obligée de vous quitter parce que j'ai une autre obligation, mais je tâcherai de me joindre à vous en fin de séance pour l'apéritif si j'arrive. Je vous remercie de votre attention et me réjouis à tout à l'heure. Eh bien, très grand merci, Madame la rectrice, de cette introduction stimulante. Et maintenant, eh bien, nous allons passer effectivement à l'introduction de cette soirée. Et je me pose déjà avec vous une question. Que fait-on ce soir à Glasgow? Est-ce que l'on mange des petits fours pour faire du lobbying? Est-ce qu'on écrit frénétiquement des projets de résolution? On le saura dans une dizaine de jours, mais les attentes sont effectivement immenses. Cette COP26 aura eu au moins le mérite de remettre l'urgence climatique à l'agenda de la planète. Et parmi les premières prises de vue que j'ai pu apercevoir dans les médias, j'ai vu fleurir des slogans plus ou moins officiels tels que « We can do this if we act now. Together for our planet. Together ». Nous, ici ce soir, nous nous offrons une soirée d'information et de réflexion sous le titre générique « Agir ensemble pour le climat », avec un focus sur les mutations de la place financière helvétique dans un contexte mondial, bien sûr. Agir ensemble pour le climat. C'était aussi le titre générique qui a été donné aux 2 premières conférences organisées par les grands-parents pour le climat. La première en 2018 à l'Université de Lausanne, la deuxième en 2019 à l'Université de Neuchâtel. Évidemment, nous aurions dû pouvoir la tenir l'année passée ici à Fribourg. Eh bien, juste pratiquement une année après, nous pouvons être ici présents. C'est déjà une très bonne chose. Agir ensemble pour le climat, c'est également la volonté de notre association de seniors qui veulent se battre contre la dégradation des conditions de vie, et ceci pour les jeunes générations actuelles et futures. Je préciserai que ce mouvement citoyen, les grands-parents pour le climat, a été fondé en 2014 à l'instigation des artisans de la transition, dont Susanna Jourdan est une représentante, on entendra parler bientôt. Et ce mouvement a véritablement été boosté en 2018 grâce aux jeunes qui sont descendus dans la rue. Avec nos 4 oratrices et orateurs qui vont maintenant se succéder ici, nous avons souhaité présenter 4 éclairages, peut-être contrastés, certainement complémentaires, sur l'impact de la finance, considérée comme un puissant levier pour faire bouger les choses, ou alors comme un puissant frein lorsque l'inertie continue à être source de profit. Nous voulons aussi explorer différentes échelles d'action, avec l'espoir que nous, citoyennes et citoyens, spécialistes ou non spécialistes comme moi, du monde de la finance, que nous puissions trouver des pistes d'information et d'inspiration pour pouvoir agir via, par exemple, nos possibilités que peuvent être les votations, les élections, pour vous les Fribourgeois, bientôt, et également les possibilités de manifestations dans les rues. Avant de te passer la parole, Susanna, j'aimerais te présenter. Économiste de formation, Susanna Jourdan a créé en 2002, ici à Fribourg, la Revue durable avec Jacques Mirenovitch. Depuis, 66 numéros ont été réalisés à ce jour pour cette revue pionnière et visionnaire qui va donc bientôt fêter ses 20 ans. Magnifique. La thématique de ce soir est au cœur de leurs préoccupations, qu'ils partagent en animant l'association des artisans de la transition, co-organisatrice de cette soirée, et association qui, entre autres démarches, relaie en Suisse la campagne mondiale pour le désinvestissement de l'industrie des énergies fossiles. Et cet aspect-là sera au cœur de ta présentation. Je te cède la parole et je te remercie. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Nicole. Merci beaucoup aux grands-parents d'avoir organisé cette soirée. Oui, c'est effectivement ici que j'ai fait mes études d'économie et c'est aussi ici que j'ai rencontré mon mari Jacques Mirenovitch qui faisait de la recherche en neurosciences.
À l'époque, on avait l'impression, lui et moi, d'avoir fait des métiers qui n'avaient rien à voir avec l'écologie. Et aujourd'hui, aussi bien les neurosciences que l'économie sont au cœur des enjeux de durabilité. Donc voilà pour la petite histoire. La finance, on a l'habitude de la présenter comme une activité qui fait le pont entre le présent et l'avenir. Et j'ai l'impression qu'on est un peu comme les gens qui sont en train de construire ce pont. En tout cas, quand on essaie de construire un avenir viable, voire carrément qui fasse envie, on est un peu comme les gens qui sont en train de construire ce pont. Mais je connais les gens qui ont construit ce pont et le pont a été bien finalisé. Il y a des gens qui transitent tous les jours dessus, donc on peut avoir de l'espoir. Pour évoquer la question de finance, je vous rassure, on ne va pas aborder des choses très compliquées, on a juste besoin de deux notions. C'est la notion de budget carbone et c'est la notion de bulle carbone. Donc le budget carbone est une notion... je parle sous contrôle d'une climatologue, au minimum une climatologue dans la salle, donc j'espère que c'est juste. Mais c'est une mission qui a été formalisée dans les années 2009-2010. Pour la première fois, il y a un article qui paraît dans la revue Nature qui estime la quantité de carbone fossile qu'on peut encore émettre dans l'atmosphère et qui serait liée à une probabilité de ne pas dépasser les 2 degrés. Donc ça, c'est les années 2009-2010. Et cette notion a été progressivement affinée. Et dans le rapport du GIEC, on estimait qu'il était possible d'émettre encore 400 gigatonnes de CO2 tout en gardant 66% des chances de ne pas dépasser 1,5. Donc cette notion est très importante parce que c'est la première fois qu'on donne un cadre de l'effort à accomplir, on donne véritablement un budget. Alors, au début, la notion de budget carbone va beaucoup intéresser plutôt les scientifiques. Les ONG vont passer largement à côté de cette notion, mais il y a un groupe d'analystes financiers qui va repérer très vite cet article qui paraît en 2009 et qui va faire un raisonnement qui est à la base de toute la campagne sur l'industrie financière. Ils vont dire, d'accord, s'il y a un budget carbone, et admettons que les gouvernements soient sérieux dans leur intention de limiter le réchauffement climatique et qu'ils essayent de tenir ce budget, ça veut dire que tous ceux qui dépassent ce budget, toutes les réserves de charbon, de gaz, de pétrole, vont se trouver hors budget. Les réserves qui dépassent ce budget vont se retrouver hors budget, donc inexploitables. Et donc, c'est la notion de bulle carbone. Donc, la bulle carbone, c'est la différence entre les réserves mondiales donc, de CO2 stockées sous forme d'énergie fossile et le budget carbone. Donc, au jour d'aujourd'hui, s'il nous reste 400 gigatonnes de CO2 qui seraient compatibles avec un réchauffement de 1,5, ça veut dire que 15% des réserves fossiles connues vont devoir rester sous sol. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà des réserves valorisées dans leur comptabilité, qui sont en train de faire des dépenses pour aller chercher toujours plus de combustible dans la croûte terrestre. Et bien, si on devenait sérieux à propos de limiter les émissions de CO2, ça veut dire que tous ces actifs vont se trouver échoués, vont se trouver bloqués, vont perdre de leur valeur. Et donc, cette manière de rapprocher ces deux éléments va donner lieu à deux analyses qui sont aujourd'hui, me semble-t-il, totalement complémentaires. Donc, les milieux financiers ils vont mettre en avant leurs risques financiers. Donc ici, c'est tout simplement un indice des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Et on voit en rouge l'indice avec les entreprises fossiles, enfin du domaine des énergies fossiles, et puis en bleu, l'indice total. On voit qu'il y a une divergence à partir de 2014-2015. L'évolution de la bourse, enfin les valeurs
de l'industrie d'énergie fossile décroche de l'évolution de l'indice. Donc c'est juste pour dire, ce risque financier, il s'est progressivement avéré. Et puis de l'autre côté, il va y avoir les ONG, dont une ONG états-unienne qui s'appelle 350, qui vont très vite lancer une campagne sur l'exemple de la campagne qui a eu lieu en Afrique du Sud contre l'apartheid, en disant faire de l'argent avec la destruction du climat est immoral. Et cette campagne, donc c'est la campagne que nous avons relayée en Suisse romande depuis 2015, elle existe encore, elle est encore vivante. Donc là, c'est une annonce le 4 octobre, qui est le jour de la création, en tout cas pour l'Église catholique. Il y a 72 organisations qui ont annoncé ne plus investir dans l'industrie des énergies fossiles. Cette campagne, elle a aussi tout un volet dans les universités avec le message il est incohérent d'investir dans la formation des jeunes avec de l'argent qui provient de la destruction de l'avenir de ces mêmes personnes. Donc aujourd'hui, ça peut vous paraître banal, mais au moment où ces analyses ont commencé à apparaître, c'était révolutionnaire parce que toutes les premières 20 années des négociations sur le climat sont des négociations sur les émissions. C'est comment on fait pour faire en sorte qu'on émette moins de CO2, de méthane, etc. Et là, pour la première fois, on essaie de prendre le problème à la source en disant, mais en fait, le problème, ce n'est pas les émissions. Une fois que les émissions, c'est prendre le problème trop tard. Le problème, c'est l'extraction des énergies fossiles. Et c'est l'idée qu'il faut essayer de réguler ça à la source, donc laisser une partie importante dans le sous-sol. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a proposé aux grands-parents d'aborder ce sujet, parce que les deux premières conférences étaient plus axées sur les émissions, et là, c'est une manière de s'intéresser vraiment un peu au début du cycle. Novembre de l'année dernière, le dernier rapport paru tire une conclusion pour le moins claire. Il nous dit qu'il n'y a pas une seule institution financière parmi celles qui ont été analysées, donc ils ont passé en revue 80% de la fortune sous gestion en Suisse, pas une seule institution financière n'obtient de bons résultats dans plus de la moitié des secteurs qui sont directement très émetteurs de CO2, donc l'extraction de pétrole, de gaz, de charbon, électricité, automobile, aviation, transport maritime, acier et ciment. Donc ça veut dire qu'elles ne sont pas du tout en train de nous aider pour l'instant. Si on regarde parmi toutes les institutions, je voudrais juste encore lire une autre chose que nous dit ce rapport, qui pour moi est extrêmement inquiétant. Il nous dit plus de 50% des institutions ayant annoncé sortir du charbon détiennent des titres dans des entreprises qui extraient ou exploitent encore du charbon. Or, le charbon est la première énergie dont il faut sortir pour deux raisons, parce que c'est la plus abondante, parce que c'est celle qui émet le plus de CO2, c'est environ 40% des émissions mondiales annuelles, et c'est aussi celle pour laquelle on a les meilleures alternatives. Donc le fait que même des institutions qui ont annoncé désinvestir gardent des actifs dans ce domaine-là est extrêmement inquiétant. Alors, si on essaie de regarder secteur par secteur, donc ça, c'est les caisses de pension. Donc, le premier cercle là-bas, c'est la situation en 2020, 15 décembre 2020. Et puis, celui qui est plus vers moi, c'est la situation le 24 octobre 2021. On voit qu'il y a eu une évolution plutôt réjouissante. Il y a de plus en plus d'actifs sous gestion. Donc là, le graphique exprime le pourcentage d'actifs sous gestion dans les caisses de pension qui sont gérés avec des critères climatiques. Les critères climatiques de l'Alliance climatique sont exclusion du charbon et puis
engagement dans des entreprises qui ont des plans clairs d'abandon des énergies fossiles. Alors ça, c'est Sandro, je ne sais pas s'il a réussi à arriver de Berne, Sandro Leuenberger. Il est le responsable des caisses des pensions à l'Alliance climatique, donc c'est lui qui m'a produit ce graphique, et c'est lui qui fait ce suivi. S'il arrive à arriver tout à l'heure, vous pourrez lui demander, il a des rapports sur toutes les 50 plus grandes caisses de pension de Suisse. Si vous voulez savoir où en est la vôtre, c'est vraiment l'excellente source. Alors, si on reste toujours sur la notion du charbon, parce que finalement, c'est un bon marqueur. Donc ça, c'est par rapport aux grandes banques. Au début de cette année, en février, nous avons relayé des chiffres produits par plusieurs ONG sur les placements de la place financière dans le charbon. Et il en ressort que la Suisse est le 6e investisseur mondial dans le charbon. C'est dire l'ampleur de la marge de manœuvre que nous avons. Donc ça, c'est juste une petite anecdote. Ça, c'est sur le site du Crédit Suisse, vous pouvez voir qui sont les principaux investisseurs, enfin, qui détient le capital du Crédit Suisse. Donc, c'est écrit trop petit, mais là où il y a les deux ronds rouges, vous pouvez voir que c'est un fonds saoudien et un fonds qatari qui détiennent chacun environ 5% du capital du Crédit Suisse. Donc, ça veut dire que 10% du capital du Crédit Suisse est en main de fonds d'investissement qui sont extrêmement fossiles. Et je crois que ça nous donne une indication de pourquoi les banques suisses, le Crédit Suisse en particulier, sont tellement en retard par rapport à cette question du climat. Ça m'a fait aussi perdre un peu d'espoir que cette banque évolue une fois dans le bon sens, je dois l'avouer. En Suisse, le cas très bien documenté de la Banque nationale suisse, donc les artisans de la transition ont commencé à publier des rapports sur la BNS en décembre 2016. On publie quasiment tous les 2 ans, donc là on est à notre 3e. Ces rapports ont permis de montrer l'ampleur aussi des émissions dues aux investissements de la BNS, tout simplement parce que c'est une énorme... Enfin, la BNS, elle a 1000 milliards de francs suisses qu'elle doit gérer. Et comme elle les place sans juste aucune stratégie, ça émet beaucoup de CO2. Le dernier rapport revient sur qu'est-ce que la BNS dit par rapport au climat. Pendant 4 ans, elle n'a rien dit. Et puis tout d'un coup, en décembre 2019, pour la première fois, elle s'exprimait sur le climat. Et elle a écrit quelque chose d'extrêmement surprenant. Elle dit que, étant donné que la Suisse n'est pas en bord de mer, que ses biens matériels sont bien assurés, que les banques ont plusieurs centres de calcul et que nous n'avons pas d'industrie lourde, elle pense que les risques que pose le changement climatique à l'économie et au système financier suisse sont tout à fait modérés. Et j'ai trouvé que cette caricature de Chapat dans le temps, ce n'est pas à propos de banques, là c'est à propos des industries fossiles, mais ça revient au même, reflète quand même assez bien la position de notre Banque nationale. Aujourd'hui, nous avons une prise de position très intéressante de la Banque de règlements internationaux. Donc, c'est une espèce de banque des banques qui se trouve à Bâle. Et en même temps, la BNS disait, mais finalement, il n'y a pas de risque, ou le risque est très modéré. Elle disait que les banques centrales, étant donné que c'est les assureurs de dernier ressort du système financier, doivent s'intéresser de près à la question de la crise climatique. Parce que si on laisse la crise climatique d'arriver, elles n'auront tout simplement pas les moyens de faire face. Donc, si je dois faire un résumé, on manque complètement de transparence, on manque complètement d'objectifs, on manque complètement de vision. Il n'y a aucune politique. C'est la raison pour laquelle l'Alliance climatique, avec maintenant le renfort du PS, prévoit de lancer une initiative populaire sur la place financière, si tout va bien, d'ici la fin 2022. Voilà. J'ai donc le grand plaisir de l'introduire en vous précisant que Nicole Bardet est titulaire d'un bachelor en management de HEC Lausanne. Elle a fait, je crois, une grande partie de sa carrière maintenant
auprès de la Banque alternative suisse, où elle est actuellement membre de la direction générale en charge du département des crédits. Les banques ont bien sûr une très grande responsabilité, c'est un truisme de le dire ici, dans les flux d'argent qui peuvent influencer ou non la décarbonation des investissements. Nicole Bardet nous présente comment il est possible d'inclure l'empreinte carbone dans l'octroi des crédits. À noter aussi que Nicole Bardet est cette année la première citoyenne de sa commune, Romont, où elle elle préside le législatif et elle est aussi très impliquée dans de nombreuses associations. C'est en particulier à la Fédération romande des consommateurs, dans le comité directeur, que nous nous sommes croisés. Ça me fait très plaisir d'être là, en particulier à Fribourg. Mes activités m'amènent plutôt du côté d'Olten et j'ai eu chaud. Je n'étais pas sûre d'arriver à être là ce soir, mais je suis là. Je suis bien contente pour vous parler. Et Susanna a très bien introduit l'impact de la place financière, mais moi, ce que je fais dans ma carrière depuis plus de 15 ans, c'est le financement des entreprises. Et j'avais à cœur de vous montrer que là aussi, il y a un effet de levier et que finalement, en tant qu'individu particulier, on a aussi une possibilité de choisir sa banque et d'avoir un impact. Donc exactement, donc dans un premier temps, c'est finalement de bien choisir son institut financier pour son financement. Puis peut-être pas juste parce que c'est la banque du coin et puis qu'ils sont sympas, ou parce qu'on connaît le banquier, souvent c'est ça, on me dit je le connais donc je vais chez lui. La banque alternative a été, selon nos sources, la première banque en Suisse à mesurer son empreinte carbone de ses crédits et pas seulement de ses placements. Et puis finalement, la durabilité comme critère pour l'octroi des crédits, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien? Puis j'essaye d'être un peu plus pratique que théorique. Finalement, ça fait quelle différence que ce soit telle banque ou telle banque qui finance votre maison? Et puis la banque, comment elle choisit, elle décide de vous octroyer le crédit? Je pense qu'en fonction de quelles entreprises sont financées par les banques, on a vraiment un impact. On a vu le fossile, on voit souvent du côté des placements, mais c'est aussi des grandes entreprises qui ont besoin de crédit. Donc l'octroi du crédit est aussi important. Et les critères, là, souvent on ne les regarde pas, ou on va regarder des critères uniquement financiers, et à mon avis, ce n'est pas suffisant. Finalement, quand vous payez des intérêts pour votre maison, qu'est-ce que vous financez avec les intérêts? Vous financez le fonctionnement de la banque, donc vous soutenez la banque. Donc la banque qui vous prête de l'argent, vous allez la soutenir parce que vous allez payer des intérêts. D'où cette réflexion de se dire, c'est quelle banque, c'est où que je suis d'accord de donner de l'argent et de soutenir un modèle. Je vais parler en 2 mots quand même de la Banque alternative suisse. En fait, je suis partie du principe, vous la connaissiez, peut-être je vais quand même vous dire 2 mots. Elle a 30 ans, elle a fêté ses 30 ans l'année passée. Et elle est vraiment, peut-être vous étiez là, mon fondateur aussi, parce qu'elle est vraiment née de la base de gens qui ont dit maintenant, ça suffit, on veut montrer que c'est possible de faire une banque autrement. Je crois qu'à chaque fois qu'il y a eu un scandale financier, il y a eu un peu ces effets aussi de population qui disaient mais on veut autrement. Et là, dans les années 80-90, ça a permis vraiment à cette banque de se créer. C'était un énorme défi parce que finalement, ce n'est pas des banquiers qui l'ont créé, mais c'est des gens qui voulaient montrer que c'était possible de faire autrement. Des gens avec un idéal. Et aujourd'hui, cet idéal, il est toujours là, même si, bien sûr, le contexte a évolué et qu'on se retrouve aujourd'hui dans peut-être une situation plus difficile pour nous comme banque, parce qu'on se retrouve dans une situation de surliquidité, de taux d'intérêt très bas, et que notre modèle d'affaires, en fait, quelqu'un m'a dit, on est une banque juste d'avant ou d'après-guerre, c'est vrai, on n'a pas fait quelque chose de très complexe et compliqué, on n'est pas allé dans ces montages financiers. Pour moi, c'est toujours important que quand je parle avec un client, je peux lui expliquer ce qu'on fait et qu'il le comprenne. Et je crois que ça, c'est un principe qu'on a vraiment eu à la Banque alternative, de ne pas faire des choses trop compliquées. Donc, on a évolué et on a fait des critères d'exclusion et des critères d'encouragement, autant pour les placements que pour les crédits. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les placements, c'est ce qu'a dit Susanna, ces banques qui investissent dans les fossiles. Nous, on a exclu les fossiles, on a exclu beaucoup de domaines
Et je pense que l'OFEV ne s'intéresse pas à nous parce qu'on est trop petit, donc on n'était pas dans cette étude. Mais je pense que nous, on tient la route par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a tellement exclu de domaines qu'on peut dire qu'on est dans la zone verte. Et pour les crédits, c'est un peu différent parce que finalement, le crédit, c'est toujours une question de risque. C'est combien la banque est prête à prêter et à quel risque. Et là, c'est une évaluation souvent quantitative. On va regarder les chiffres et puis, je pourrais presque dire si les chiffres tiennent la route. Le domaine d'activité, je ne sais pas à quel point les banques elles regardent. Il y a sûrement 2-3 domaines, le travail des enfants, enfin, il y a des choses où aujourd'hui c'est évident qu'on n'entre pas. Mais l'agriculture, est-ce qu'on peut se poser la question de notre agriculture conventionnelle, de l'impact qu'elle a? La Banque alternative a décidé de financer exclusivement l'agriculture biologique, qui est pour nous et qui était aussi pour nos fondateurs la méthode durable finalement de faire de l'agriculture. Nous finançons évidemment les énergies renouvelables, mais là aussi toujours avec une certaine réflexion et peut-être c'est pas toujours évident d'être totalement cohérent. On a financé ces dernières années beaucoup de photovoltaïque, mais aujourd'hui trouver des panneaux solaires fabriqués en Europe est compliqué, donc on peut se poser la question est-ce que ça fait encore du sens? Et si oui, alors peut-être quand même regarder dans quelles conditions sont produits ces panneaux. Donc ça, c'est vraiment de se dire, dans ces crédits, et maintenant on reste une banque hypothécaire, on a une grande partie qui est dans l'investissement finalement de l'immobilier, parce que c'est aussi plus sûr, mais là aussi on peut faire une différence. Nous, on finance énormément de coopératives d'habitation. Il y a l'aspect social, on permet aux gens de trouver un logement à un prix correct, surtout dans des régions à forte densité comme l'Arc lémanique ou Zurich où les prix explosent. Grâce aux coopératives, on maintient les prix. Et puis souvent, ces coopératives, elles ne sont pas que poussées par leur rentabilité, donc elles vont aussi construire de manière plus écologique. Certains bâtiments, on refuse de les financer, j'y viendrai après, parce qu'on a des critères d'exclusion. Donc voilà, cette banque, depuis 30 ans, avance, évolue, et maintenant, aussi poussée par finalement l'environnement, elle a décidé, ou nous avons décidé, de publier notre empreinte carbone pour l'ensemble de nos activités et aussi de crédit, pas seulement de placement. De placement, c'est quelque chose qui commence à entrer dans les mœurs qu'on peut calculer. Donc on a fait ça aussi avec cette initiative de PCAF, Partnership for Carbon Accounting, qui encourage les banques à faire ce calcul. Ça, c'est juste les chiffres de notre entreprise. Finalement, chaque entreprise peut calculer sa production de CO2, mais je trouve ça, pour une banque, c'est moyennement pertinent parce qu'on est une entreprise de service, donc on ne produit pas énormément de CO2. Ce qui est beaucoup plus important, finalement, c'est à travers nos financements, nos placements, qu'est-ce que ça fait? Alors la première chose qu'on s'est rendu compte, et puis là je le dis en toute transparence, c'est que ce n'est pas si facile de calculer l'impact des crédits qu'on a octroyés, parce qu'il faut une certaine qualité des données et qu'on ne l'a pas forcément. On a, il y a, je pense, 20 ans commencé à faire un label, c'était avant que Minergie soit sur pied, pour l'écologie des bâtiments. Et là on a 2-3 données sources, donc on a pu calculer, mais ce n'est encore pas sur tout le portefeuille. Et puis là, vous voyez comme remarque, on a dû exclure l'agriculture parce que les chiffres méta qu'on a, c'est toujours l'agriculture traditionnelle. Et comme nous, on n'a que du biologique, on n'arrivait pas à sortir les chiffres. J'espère que l'année prochaine, on y arrivera et qu'on pourra montrer la différence de cet impact de l'agriculture biologique par rapport à l'agriculture traditionnelle. Là, on voit un peu comment ça se répartit. Eh bien, c'est ce que je disais, on a une grande partie de notre portefeuille qui est dans l'immobilier, mais vous savez aussi que l'immobilier, c'est, si on parle de l'économie réelle, un des postes qui a le plus d'émissions de CO2. Donc là, on parle de l'impact. Et nous sommes maintenant aussi en train de développer des produits pour
encourager les gens qui détiennent des gros immeubles à faire de la rénovation écologique. Donc, sans surprise, avec 83% de volume de crédit dans l'immobilier, c'est là qu'on a plus d'émissions de CO2. Puis c'est là que vous voyez ces labels Econova et Ecosana qu'on avait créés il y a quelques années, qui se rapprochent du Minergie, mais qui vont plus loin, parce que Minergie, c'est l'énergie du bâtiment. On peut encore mettre le label Éco pour l'écologie du bâtiment. Mais nous, on a comme des questions sur l'implémentation dans la ville. Est-ce que l'habitation est proche des transports publics, proche des commerces? Est-ce que l'habitation est flexible dans l'idée, vous avez d'abord une famille, donc vous avez besoin de 3 pièces, ensuite vous n'êtes plus que 2, est-ce que vous pouvez transformer, faire 2 logements? Ça, c'est des critères que nous avions déjà mis dans ce label. On voit que quand il y a un label, il y a moins d'émissions de CO2, logique, c'est une incitation aussi. Et puis les entreprises, là c'est une petite part de notre portefeuille que je m'attelle à développer depuis une dizaine d'années parce que je pense que les PME ont beaucoup à faire aussi, les PME dans la transition. Et là on voit que c'est 6% des émissions. Et puis les énergies renouvelables, on n'a pas tenu compte des émissions grises d'énergie. Donc effectivement le photovoltaïque qu'on finance, les chauffages à distance, qu'on a 1 ou 2 éoliennes, mais on a surtout aussi des petites centrales hydrauliques. Ça, on est parti du principe qu'il n'y avait pas d'émissions de CO2. Donc je le disais, par rapport à notre activité de placement, et pour répondre aussi à Susanna, donc depuis 2016, on calcule cette empreinte carbone. Et c'est intéressant de voir que ce n'est pas juste du greenwashing. Quand on se compare à des indices que nous on fait, il y a moins d'émissions de CO2. 53 000 tonnes en 2020, en comparaison avec l'année d'avant. Donc déjà là, on a vu une baisse. Mais là, il y a l'effet Covid, en fait, sur tous les placements. Il y a eu, de toute façon, une baisse de production de CO2. C'est inférieur de 321 000 tonnes à un portefeuille comparable. Donc de même taille, avec un indice de référence. C'est ça qui est intéressant de voir, finalement. C'est que nos stratégies, elles fonctionnent. Il y a moins d'émissions de CO2. Ça, c'est encore un peu des chiffres et pour montrer vraiment comment on est en dessous. Là, vous le voyez de manière graphique. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la durabilité. Moi, je suis une spécialiste du financement des entreprises. Mais par contre, la banque alternative, une de ses valeurs, c'est la transparence. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez voir dans le détail ce que c'est. Je vous encourage vraiment à lire notre rapport de durabilité qui est disponible online. J'en ai pas pris avec. J'essaie d'être sans papier. Mais vous pouvez vraiment tout trouver sur notre site Internet. Ça veut dire quoi maintenant, concrètement, cette durabilité comme critère d'octroi pour les crédits? Je vais encore vous montrer ces domaines d'encouragement, j'en ai déjà cité quelques-uns. C'est des domaines où on s'est dit, là, on veut spécifiquement être présent et soutenir les initiatives qui viennent de ces domaines. Et voilà les critères d'exclusion aussi que j'ai cités. Donc on va beaucoup plus loin que ce qui se fait normalement. Pour la petite anecdote, j'ai eu le plaisir de participer à la révision de ces critères et j'étais la seule romande. Et est venu sur la table l'alcool. Est-ce que c'est un critère d'exclusion ou pas? Puis on a beaucoup bataillé parce que la GLS, qui est notre pendant en Allemagne, eux, ils ont complètement exclu. Puis moi, j'ai dit, mais moi, je ne peux pas exclure les vignerons biodynamiques de mon portefeuille de crédit. Donc, j'ai réussi à convaincre que quand même, mais disons, en tout cas, c'est dans une idée, ça aurait on se posait la question, est-ce que du coup, un hôtel qui vend de l'alcool, on l'exclut aussi? Enfin, vous voyez, ça peut aller très, très loin. Donc, on a dit non, du moment que c'est dans l'activité, que c'est à petit niveau, local, qu'il y a d'autres choses, on accepte. Mais évidemment, on ne financerait pas une grande usine qui fabriquait de l'alcool fort, par exemple. J'y arrive à mon crédit hypothécaire. Ce qu'on a fait il y a quelques années, sur demande de nos actionnaires, donc nous, on écoute aussi nos actionnaires. D'ailleurs, un actionnaire ne peut pas détenir plus que 5% de notre capital pour rester vraiment aussi indépendant. On a défini un outil qui calcule le mitage du territoire. Parce qu'on a dit, si on continue comme ça et qu'on participe comme les autres banques, on va recouvrir la Suisse de petites villas. Est-ce que c'est ça que nous voulons? C'était à peu près en même temps où on a voté aussi la loi sur l'aménagement du territoire, donc ça allait bien, ça mettait quand même un cadre. Mais la première chose qu'on fait quand quelqu'un vient pour financer sa maison, c'est qu'on va calculer le mitage du territoire. Si c'est une petite maison au milieu de la prairie, on ne va pas financer parce que ça mite le territoire et donc on va refuser. Elle peut être très écologique, elle peut être parfaite, mais on estime qu'il y a trop d'impact si on la fait au milieu d'un champ. De toute façon, aujourd'hui, avec la latte, on ne peut plus, mais on est quand même plus strict que la latte.
Ça, c'est notre premier critère d'exclusion. Et puis ensuite, on va regarder l'écologie du bâtiment. Justement, on va soit s'appuyer sur le label Minergie, si le client est prêt à faire ce label, soit alors le passer à travers notre propre rating pour voir à quel niveau d'écologie se trouve le bâtiment. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait ça, et puis ça c'est vraiment la différence avec les autres banques, on va regarder la tenue des charges, le taux d'endettement, qui sont vraiment des critères plus quantitatifs pour pouvoir accorder le crédit ou pas. Mais vous voyez qu'en fait, on se bloque. Donc, on a aussi nos principes, c'est la non-maximisation du profit, et par ça, on le montre, parce qu'on pourrait très bien se dire, tout ce qui est quantitatif financier qui tient la route, on le fait, et on ne regarde aucun autre critère. J'arrive à la conclusion. Finalement, ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est qu'en tant que client de banque, vous pouvez avoir un impact en choisissant votre banque. Et puis, c'était plus facile à dire il y a quelques années, quand, en plus de ça, on pouvait faire des crédits moins chers. Donc là, je vous assure que les clients, ils venaient volontiers à la banque alternative. Depuis 2008, la crise de surliquidité et la baisse des taux d'intérêt de manière générale nous mettent dans une autre position où on doit expliquer à notre clientèle que si on veut maintenir notre modèle d'affaires, qui est un modèle basé sur la différenciation de taux, donc on gagne notre vie entre la différence entre ce qu'on paye aux clients qui mettent de l'argent chez nous et ce que les clients payent quand ils prennent un crédit. On a dû introduire des intérêts négatifs. Si vous êtes client, vous avez reçu ce courrier. Et ce n'était pas une mesure facile, mais c'était une mesure nécessaire pour maintenir notre modèle d'affaires parce qu'on est dans ce monde de surliquidité. Et comme on se bloque dans où on peut placer l'argent, aujourd'hui, on ne trouve pas assez de solutions pour placer l'argent. Alors, on est en train de s'organiser, de réfléchir aussi à être peut-être innovant, de trouver des solutions. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est faire du greenwashing. Et je conclurai là-dessus. Je ne sais pas qui a regardé TTC hier soir, mais il y avait 3 banques. On avait été filmés, mais ils n'avaient plus le temps de nous montrer. Dommage, donc ils ont montré les autres. Mais allez regarder le détail. Et puis, dites pas juste c'est un fond vert et puis c'est bon, quoi. Mais regardez et soyez critiques. Et puis, mettez vos propres critères parce que c'est vous qui décidez où va votre argent et à quoi il sert. Je vais maintenant appeler notre 3e conférencier, qui est le professeur Paul Dembinski, qui est, lui, titulaire de la chaire de stratégie et concurrence internationale, ici, à l'Université de Fribourg, où il préside également le directoire de l'Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme. Monsieur Dembinski a un très large champ de recherche et de rayonnement scientifique, mais je vais souligner ici qu'il s'intéresse en particulier aux multiples interactions de l'entreprise avec son environnement social, économique, culturel et éthique. Il dirige aussi l'Observatoire à Genève, je crois, l'Observatoire de la finance, un think tank sur la responsabilité et l'éthique en finance. Et il va nous apporter ce soir son point de vue, que je me réjouis d'entendre, qui s'intitule « Finance et climat ». Ne pas se tromper de cible. Merci beaucoup pour cette occasion d'échanger sur un thème absolument vital. On le sait par les nouvelles qui nous parviennent depuis quelques jours de Glasgow, mais on sait en général que ça chauffe dans le mauvais sens du terme. Le thème que j'ai choisi était de dire ne pas se tromper de cible, et puis le dessin peut-être donne une certaine idée de ce qu'il y a derrière la thèse de se tromper de cible, c'est-à-dire de ne pas gaspiller nos énergies vitales, pas ici, je ne parle pas du fossile, je parle des énergies vitales, de les concentrer là où il peut y avoir un véritable effet d'accélérateur, un véritable effet de levier. Ce que je vais faire, parce que les 2 exposés précédents ont introduit magnifiquement un certain nombre de thèmes, donc je vais être très vite, très rapide sur le début. Le début, qu'est-ce que c'est que la finance et que fait la finance? Et j'aime bien cette définition de dire, et la première photo du pont en construction le montrait très bien, qu'est-ce que c'est que la finance? C'est le commerce des promesses. J'aime beaucoup cette définition parce qu'il y a à la fois l'avenir, quelque part la confiance, mais il y a aussi la promesse qu'on peut élargir du côté du pari. Donc, la finance, en tant que commerce des promesses, c'est donc avant tout une activité d'intermédiation.
Cette activité d'intermédiation dans le monde contemporain a rempli 3 fonctions et 2 ont été évoquées avec force dans les 2 exposés précédents. Le premier, c'est le faire fonctionner les paiements. On le sait tous qu'on ne peut plus payer sans passer par un intermédiaire bancaire. Les 2 autres fonctions sont très importantes. La première, c'est l'allocation des financements. C'est la fameuse épargne qui devient investissement dans le monde réel. J'insiste sur dans le monde réel, qui va produire demain après-demain un flux de revenus, un flux de valeur ajoutée. Ça, c'est un rôle que l'on peut qualifier de traditionnel parce qu'il est aussi ancien que le fonctionnement du système bancaire. Il y a une autre fonction qui s'est greffée progressivement au cours du XXe siècle avec une accélération extraordinaire à partir des années 70 et des années 80, c'est l'allocation des risques. C'est une mission contemporaine qui porte plutôt sur l'activité de placement. Certains diraient sur l'activité spéculative, d'achat et de vente d'actifs déjà existants, alors que la première fonction, la première activité, porte sur la création et l'extinction d'actifs. Donc il y a une différence entre investissement que je réserverai aux premières fonctions de financement d'activité et puis le terme de placement que j'utiliserai pour la gestion de risque, et les 2 sont souvent confondus parce qu'on utilise dans les 2 contextes le même terme d'investissement. Alors, regardons l'économie suisse. On pourrait faire un tableau d'économie mondiale. J'ai fait un tableau de l'économie suisse. L'économie suisse a 2 versants très contrastés. Il y a une partie qui fait partie de notre vie quotidienne, on peut dire, c'est le monde des entreprises non cotées en bourse. Et puis, il y a ce qui est visible dans les médias, et puis il y a des bonnes raisons pour cela, dans les médias, dans les rapports de bourse, les rapports financiers, les graphiques, etc. Ce sont les entreprises qui sont cotées en bourse et qui font partie donc, de l'univers de placement des caisses de pension, des assureurs, des gestionnaires de fortune, des fonds d'investissement, etc. Sur la bourse suisse, il y a à peu près 250 entreprises qui sont cotées. Elles sont toutes fortement internationales. Et ce qui est, je pense, important, c'est que leur contribution au PIB suisse est de l'ordre de 15%. C'est assez difficile à calculer, mais c'est moins de 15% à peu près. Et elles se financent toutes, bien sûr, partiellement sur le marché suisse, mais aussi sur le marché global. Parallèlement à cette pointe de l'iceberg de 250 entreprises, on compte en Suisse à peu près 600 000 entreprises, dont 400 000 micro-entreprises. C'est ces entreprises-là qui font 80% du PIB marchand. C'est ces entreprises-là donc qui ont une contribution à la destruction de l'environnement qui est peut-être pas tout à fait linéairement proportionnelle, mais qui n'est pas totalement disproportionnelle par rapport à leur poids économique. Maintenant, regardons très rapidement, on vient d'avoir un exposé sur l'activité de la banque alternative, ce que font les banques si on les regarde dans leur ensemble au niveau suisse. Leur bilan est de l'ordre de 4 000 milliards de francs, alors que le PIB est de 750, donc fois presque 5. Qu'est-ce qu'elles font? On l'a vu, elles font essentiellement des hypothèques. Il y a une partie de 630 milliards qui sont des crédits vers les entreprises, vers les 600 000 entreprises dont je viens de parler, et le reste, en gros, si on enlève les divers et les autres, tourne autour de l'activité de placement. Donc il y a une partie investissement-crédit de l'ordre de 15% du bilan, et il y a une activité de l'ordre de 25% du bilan qui tourne autour des activités de placement, qui sont bien sûr fort rémunératrices également. Et puis, il y a 30% qui servent à financer les hypothèques. Donc l'activité réelle, le flux d'investissement, la fonction d'investissement, c'est, si on laisse de côté les hypothèques, c'est des stocks, ce n'est pas des flux qui sont ici, c'est les créances sur les clients de l'ordre de 630 milliards de francs. Regardons l'autre poumon de l'économie financière ou de la finance suisse, c'est-à-dire la bourse.
La bourse a une capitalisation de l'ordre de 1400 milliards de francs. Nous étions à presque 4 milliards du côté des bilans bancaires. Le volume échangé est supérieur. Ça veut dire que chaque titre statistiquement, chaque action statistiquement change de main plus d'une fois par année, un peu plus d'une fois par année. Et il y a une énorme concentration de capitalisation puisque 20 entreprises représentent 80% de la capitalisation. Donc la pointe de la pointe, c'est 20 entreprises. C'est ce qui était visible. On nous bassine tous les matins pour nous donner l'état de santé financière de ces entreprises. Ce que l'on oublie des fois, c'est qu'au fait, c'est pas parce que j'achète une action en bourse que j'ai une action directe sur le financement de l'entreprise en question. Et c'est ça un point très important. C'est pas parce que je détiens une action lambda ou je ne la détiens pas que l'entreprise a accès au financement ou n'a pas accès au financement. Le rapport est très, très, très indirect. Et je crois que c'est très important de le souligner parce que les capitaux levés sur les marchés financiers, y compris les marchés obligataires et via la bourse, sont sont de l'ordre de 100 milliards de francs suisses, alors que nous étions à 600 milliards de crédits. Donc je crois que ce qu'il faut garder présent à l'esprit, c'est pas par le placement des titres qu'on va déterminer la trajectoire de l'économie avec une vitesse qui correspond aux exigences de rythme que nous avons vues sur les graphiques qui précèdent. Donc qui précèdent dans les exposés qui n'étaient pas les miens. Et puis n'oublions pas le fonds d'assurance en quelque sorte des générations futures et des générations présentes, le bilan des fonds de pension de l'ordre de 700 milliards qui investissent dans les actions mais qui ne font pas que ça. Il y a encore les assurances et puis finalement la fortune gérée en Suisse de l'ordre de 2500 milliards. Qu'est-ce qui est important pour changer de trajectoire, d'aller dans la direction de préservation du climat, de cette trajectoire entre le 2,6 que nous avons aujourd'hui en trajectoire inertique et 1,5 qu'il faudrait atteindre dans les plus brefs délais. Ce qui est le véritable levier, c'est l'activité d'investissement et dans une moindre mesure. Je ne suis pas en train de dire que ça ne vaut pas la peine de rien faire du côté des placements, mais l'enjeu, il est au niveau de l'investissement. Dans l'économie suisse, on investit par année, au sens de reproduction du capital physique, des actifs fixes et productifs, 170 milliards de francs suisses. Et c'est là-dessus que l'action de ceux qui sont concernés par le climat devrait porter. Donc, le gros de l'activité économique et donc du CO2 est dans les PME qui sont à la marge du circuit financier. Elles sont touchées par le crédit, mais elles vivent aussi d'autofinancement. Donc, comment est-ce qu'on peut les atteindre? On peut les atteindre par le crédit, on a vu un exemple tout à l'heure, et puis par une action politique de cadre réglementaire. L'enjeu climatique exige la réorientation des investissements. La réorientation des placements ne suffit pas et ne suffira pas. L'action à travers des placements n'est pas donc toute puissante. On a beaucoup parlé des limites de la finance durable. Beaucoup de choses ont été dites, mais je pense que j'en répète 2 ou 3. La première, l'information, si on prend les purs producteurs d'énergie, la chose est relativement claire parce qu'on peut dire que c'est un secteur qui est mauvais. Bien. Si on rentre dans l'ensemble des autres entreprises, la capacité de savoir ce qu'elles font, quel est leur impact, quels sont leurs indicateurs en matière environnementale, sociale et de gouvernance est très, très difficile parce qu'il y a une opacité, il y a une diversité de méthodes, etc. Et les entreprises communiquent très peu sur les alternatives auxquelles elles font face. Elles font face du point de vue technologique, du point de vue d'investissement, etc. Donc le placement, c'est pas parce qu'on va faire bouger un tout petit peu à la baisse le cours d'une action que ça va modifier cet état de choses. Ensuite, ça a été mentionné, il y a trop de méthodologies et trop de terminologie en matière de finances durables qui se recoupent sur certains points et qui divergent sur beaucoup d'autres. Les coups de peinture verte qu'on a vus sur certains graphiques sont en bonne partie
à cause des terminologies et des méthodologies qui sont plus ou moins généreuses dans le traitement, qui tracent ailleurs la limite de ce qui est vert ou ce qui ne l'est pas. En plus, donc la légitimité, et puis il y a un point important quand même, si on se réfère aux fonds de pension, si on se réfère aux assureurs, si on se réfère jusqu'à un certain point aux banquiers, mais surtout aux fonds de pension, c'est la question de la légitimité qui est discutable pour les intermédiaires d'agir seuls sans un mandat de la part de leurs rentiers, de leurs assurés, de ceux qui ont leur confié leur épargne. Et cette dimension démocratique, elle manque beaucoup dans les fonds de pension notamment. Donc il y a une pression politique qui est importante, qui est absolument nécessaire et qui est loin d'arriver. Peut-être elle va arriver par Glasgow, mais j'y crois pas trop, pour uniformiser le reporting et la terminologie, pour éviter les abus de langage. Et il y a été mention hier de l'émission hier de TTC, je crois qu'il y a suffisamment de choses qui ont été dites pour ne pas les répéter. Et puis pour nous donner des fois une conscience à bon marché. On a un fonds de pension qui nous dit qu'il fait ce qu'il faut en matière d'environnement, de responsabilité sociale et environnementale. Donc on dort sur nos deux oreilles. Je pense que ce qui est, donc au niveau international, a été dit, l'orientation des investissements est fondamentale. Des placements, mais des investissements. Pour ça, il faut engager un rapport de force avec les entreprises. Ce rapport de force avec les entreprises mondiales peut se faire seulement au niveau mondial avec des coalitions d'actionnaires responsables ou éveillés. Ce que je vois comme un élément positif, c'est que certaines banques centrales, pas la BNS encore, mais peut-être un jour ça viendra, la Banque de France, la Bank of England et les Néerlandais ont commencé à faire des stress tests, à imposer à leur système bancaire des stress tests sur leur bilan, comme on a fait des stress tests en matière de crise financière. On a commencé à faire des stress tests en faisant des scénarios. Qu'est-ce qui se passerait dans votre établissement si le coût de l'énergie augmentait, ou le coût du charbon, pardon, du carbone augmentait de 10%, de 20%, de 50%, de 200% à l'horizon de 30 ans. Donc on a commencé à obliger le système bancaire, et c'est encore dans le premier rapport a été sorti en été par la Banque des règlements internationaux, qui commence à montrer d'abord la difficulté méthodologique, mais aussi le changement de réflexion qu'il faut que cela entraîne au niveau des stratèges bancaires, qui tout à coup sont obligés de réfléchir pour cet exercice et réfléchir à échéance de plusieurs dizaines d'années, alors que c'est une industrie qui est notoirement captive du moyen terme, pour ne pas dire du très court terme. Ce qui me paraît indispensable, c'est d'activer les ressources des caisses de pension pour qu'elles aillent du côté de l'investissement par opposition au placement. Pour ça, il faut un cadre légal, ne serait-ce que pour assurer le minimum de rendement sur les retraites, mais il y a des besoins de financement, notamment d'énergie hydraulique au niveau suisse, qui pourraient être comblés si la passerelle juridique était constituée sous la forme d'un partenariat public-privé. Parce que ce que nous sommes en train de dire, ce que l'on ne dit pas peut-être suffisamment fort, conduit nécessairement à une contraction économique. L'augmentation de coûts ou la raréfication des sources d'énergie, si on prend les échéances de 2030-2040, ne peut pas être, à mon avis, mais bien sûr ça n'engage que moi, ne peut être obtenue sans une compression économique. Peut-être, elle peut être évitée si le public, en quelque sorte, intervient de manière structurelle. Et cette politique structurelle qui est honnie depuis les années 80, ou si ce n'est pas depuis les années 70, puis la dernière crise horlogère, en quelque sorte, on a mis, en Suisse en tout cas, la question de la politique industrielle, la politique structurelle sous le boiseau. Le retour d'une politique structurelle est absolument indispensable, même si elle est difficilement compatible ou pas compatible avec l'idée d'une non-ingérence politique publique dans le jeu du roi marché.
Donc, si vous regardez l'intensité énergétique, c'est toute énergie confondue, bien sûr, on ne fait pas de distinction entre le fossile et pas fossile. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les années 70 et les années 90 ? Là, c'est au niveau mondial, donc intensité énergétique, combien de tonnes de pétrole pour $1000 de PIB dégagé en termes constants. La grande chute, c'est entre 70 et 90, c'est les chiffres de l'OCDE. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période ? C'était la crise énergétique. Les deux crises pétrolières sont passées par là et ont obligé l'économie dans son ensemble, à s'adapter à une nouvelle donne. Il y a eu un peu de chômage, il y a eu de l'inflation, mais il y a eu un changement structurel suffisamment fort pour faire face à un nouveau contexte politique et économique. Je pense que c'est ce qui nous attend, donc mieux vaut ouvrir les yeux et ne pas disperser nos énergies, travailler sur le segment d'investissement, parce que c'est par les investissements que l'économie change, et le placement est un véhicule à action très dilué dans le temps. Je vous remercie. Avec notre dernier intervenant, Jacques Eichmann, nous allons maintenant aborder une démarche citoyenne qui a eu lieu ici, à Fribourg, et qui a tenté d'actionner un levier politique au niveau cantonal pour susciter le financement de mesures pour le climat et l'environnement. Jacques Eichmann est bien connu des Fribourgeois, car il fut le premier élu vert à l'exécutif de la ville de Fribourg en 1991, si je suis bien informée. Retraité de l'enseignement, il est resté impliqué dans des associations actives dans les domaines de la solidarité et de l'environnement. Et c'est en qualité de membre du comité fribourgeois des grands-parents pour le climat qu'il s'est impliqué dans la motion populaire qui a été lancée en 2020, une démarche qui avait pour titre 500 millions pour le climat et l'environnement, et qui a été réalisée par la section fribourgeoise des grands-parents pour le climat avec les jeunes de la grève du climat. Pour nous, cette démarche était exemplaire de l'agir ensemble dans une optique intergénérationnelle. Et donc maintenant, Jacques Eichmann va nous raconter le destin de cette démarche. Voilà, alors vous l'avez compris, je ne vais pas parler de la place financière suisse, ni des institutions financières, des banques, etc., mais plutôt de politique climatique et environnementale de la part d'un canton et du financement de cette politique climatique. Quand le gouvernement fribourgeois parle de lutte contre le changement climatique ou contre la dégradation de l'environnement, il insiste sur le côté pionnier qu'il représente, voire exemplaire que représente sa politique. Cette lutte repose en effet sur les 5 programmes suivants que vous avez devant vous. Le Fonds de l'énergie, qui a été adopté en 2011, est destiné à la mise en œuvre de la stratégie énergétique et vise une société à 4000 watts en 2030. Le programme bâtiment, entré en vigueur en 2017, vise à soutenir financièrement les propriétaires et les institutions lors de travaux d'assainissement et pour de nouvelles constructions exemplaires. La stratégie de développement durable du canton de Fribourg, adoptée en 2020, veut faire de Fribourg un canton durable et exemplaire en s'alignant sur les principes de l'agenda 2030 de l'Organisation des Nations Unies. Le plan climat, adopté cet été par le Conseil d'État, a pour but de diminuer de moitié les gaz à effet de serre du canton d'ici 2030 et d'atteindre, pour cette même date, la société à 4000 watts. Enfin, la stratégie biodiversité, qui sera mise en consultation l'année prochaine, devra mettre en évidence les menaces qui pèsent sur la biodiversité, mais aussi les mesures et les outils nécessaires à son maintien sur le long terme. Aux yeux des grands-parents pour le climat, les 5 programmes dont je viens de parler représentent un effort louable vers la nécessaire transition énergétique. Mais nous n'avons malheureusement pas décelé de réelle volonté de mobiliser les moyens financiers qui permettraient d'utiliser efficacement les mesures et les outils qu'ils renferment. Ce constat est manifeste en ce qui concerne le plan climat, comme on le verra plus loin dans cet exposé. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'opération Motion populaire qui nous a occupés pendant près de 2 ans. La section fribourgeoise des grands-parents pour le climat a été fondée en novembre 2019.
C'est à cette occasion qu'est née l'idée de lancer une motion populaire visant à utiliser une partie de la fortune cantonale pour lutter contre le dérèglement climatique et la dégradation de l'environnement. Une motion populaire dans le canton de Fribourg, c'est un instrument démocratique qui permet à 300 citoyennes et citoyens d'adresser au Grand Conseil une proposition que celui-ci traitera comme n'importe quelle autre motion qui émanerait de ses rangs. Les grands-parents pour le climat se sont d'emblée adressés aux jeunes de la grève du climat pour une élaboration et un lancement commun de la motion. Ces deux groupements se sont rapidement accordés sur l'idée de puiser 500 millions dans la fortune cantonale, une fortune qui, avant la pandémie, se montait à plus d'1 milliard de francs. Cette fortune dormait depuis des années dans les coffres de l'État et il n'était pas question d'y toucher. Il ne fallait quand même pas dilapider ce trésor pour des futilités. Les derniers rapports du GIEC et les manifestations des jeunes à travers le monde justifiaient pourtant pleinement qu'on utilise enfin et à bon escient une partie conséquente de cette fortune. Le texte de la motion, qui a été finalisé en avril 2020, propose d'utiliser ces 500 millions pour une période de 10 ans pour financer les 5 programmes cantonaux que j'ai énumérés tout à l'heure et pour rendre effective une volonté politique couchée sur le papier et présentée comme exemplaire, mais, à notre avis, privée de moyens. Malgré le semi-confinement, plus de 700 signatures valables ont été récoltées. Les mois qui ont suivi le dépôt de ces plus de 700 signatures ont servi à organiser des rencontres avec les services de l'administration cantonale impliqués dans ces 5 programmes, à tenir une séance de discussion avec une délégation du Conseil d'État, à participer à une visioconférence avec plusieurs députés qui avaient été invités par le Club de la durabilité du Grand Conseil, et enfin à mettre sur pied un comité de soutien formé de 23 personnalités de la société civile, universitaires, artistes, personnes actives dans l'économie, dans la diplomatie, etc. On ne voulait pas impliquer des politiques puisque c'était à eux que notre motion s'adressait. Que s'est-il passé pendant ce temps du côté de l'État ? Eh bien, je dirais que c'est du bon et du moins bon. En septembre 2020, coup de tonnerre, le Conseil d'État annonce que la fortune est presque totalement affectée. Sous-entendu, la motion populaire devient sans objet. Qu'à cela ne tienne, les motionnaires ont pour but non pas d'utiliser la fortune cantonale, mais de donner les moyens financiers à la réalisation des 5 programmes. En octobre 2020, le Conseil d'État met en consultation son plan climat, à savoir le 4e de ces programmes. Beaucoup de positifs dans ce document. Enfin, on a un bilan carbone pour le canton qui donne une image de la réalité actuelle des émissions de CO2 dans le canton, et cela est un bon point de départ. On a une série de 115 mesures visant à une adaptation au changement climatique et à une atténuation des causes du réchauffement, et surtout, on a des objectifs ambitieux comme la réduction de 50% des gaz à effet de serre et une société à 4000 watts en 2030. Mais on y trouve aussi des lacunes. La plus grave est l'insuffisance du financement, puisque le plan ne prévoit qu'un montant de 22,8 millions pour les 6 premières années de sa réalisation, c'est-à-dire 3 800 000 francs par année. Tout cela pour 115 mesures. Grave également est l'absence de toute mesure relative au désinvestissement de la part des établissements financiers dans les énergies fossiles. Mais le pire est encore à venir. En décembre de l'année passée, le Conseil d'État décide de mettre à l'enquête une nouvelle liaison routière entre Marly et Matran, c'est-à-dire en périphérie de l'agglomération fribourgeoise. L'ouvrage est devisé par l'exécutif à 100 millions de francs, mais on peut douter qu'une route de 3,5 km dont le tiers de la longueur est constituée de ponts ne va pas en réalité coûter entre 200 et 300 millions. Sans compter qu'il y a encore plusieurs projets de contournement dans le pipeline de l'État. Ainsi, 2 mois après la publication du plan climat, le Conseil d'État torpille ce dernier en programmant un projet qui va détruire des terres agricoles, qui va affaiblir la biodiversité en compartimentant encore plus l'espace,
qui va défigurer un paysage rural et patrimonial de qualité et qui va finalement créer un aspirateur à trafic, synonyme d'augmentation des gaz à effet de serre, cela au moment même où ce canton prétend les réduire de moitié d'ici à 2030. Résumons-nous, d'un côté, un plan climat sous-financé, une fortune qui a fondu et des projets routiers coûteux, en plus qu'ils sont nuisibles à la politique climatique. De l'autre côté, nous avons une motion qui réclame 500 millions pour le climat et l'environnement et qui constitue la véritable alternative à la politique menée par le Conseil d'État. Même si la fortune cantonale ne peut être mise que partiellement à contribution pour financer ces 500 millions du fait qu'elle est en grande partie affectée, d'autres sources de financement existent. La Banque nationale a déjà annoncé qu'elle allait continuer de verser une partie de ses bénéfices au canton. D'autre part, la crise sanitaire a montré que le recours à l'emprunt n'est plus un tabou, surtout quand on sait que les taux d'intérêt sont au plus bas, voire même qu'ils sont négatifs. Enfin, quand l'État manifeste sa volonté de mettre des centaines de millions dans de nouvelles routes, il démontre que sa réticence à lutter contre le dérèglement climatique n'est pas d'ordre financier, mais de nature politique. À lui seul, l'argent investi dans le béton et dans le goudron pour ces nouveaux ouvrages permettrait de financer une grande partie des programmes environnementaux du canton. C'est donc sans surprise, mais avec une grande déception, que nous avons appris en juin 2021 que le Conseil d'État recommandait au Grand Conseil de rejeter notre motion populaire. Il justifiait sa position en affirmant que d'autres dépenses passées et à venir répondent aux objectifs de celle-ci. En additionnant toutes ces dépenses, le Conseil d'État arrivait à un montant situé entre 488 et 558 millions, donc il était dans la cible de ce que nous proposions. Mais il faut savoir que sur ce montant, près de 400 millions sont déjà engagés et qu'il s'agit en partie de dépenses qui ont peu à voir avec les 5 programmes que nous proposons de soutenir. Pas question donc pour nous de retirer notre motion. Durant l'été 2021, nous avons mené une grande campagne d'information des parlementaires et du public en prévision du vote qui finalement a été fixé au 10 septembre 2021. 2 semaines avant ce vote crucial, le Conseil d'État mettait en consultation sa loi cantonale sur le climat, une loi censée répondre à une motion de 2 députés de gauche et entériner les objectifs du plan climat cantonal. Étant le premier canton à se doter d'une telle loi, il se qualifiait lui-même de canton pionnier. Mais il faut savoir que plusieurs cantons se sont déjà donné des lois sur la protection de l'environnement dans lesquelles on trouve des dispositions sur le climat, alors que le canton de Fribourg, lui, est encore toujours privé d'une telle loi sur la protection de l'environnement. Il faut donc relativiser ce caractère pionnier que le gouvernement s'auto-attribue. Le vrai canton pionnier est celui de Genève, qui a créé une base légale spécifique pour le climat dans sa loi sur le développement durable et qui est le seul aujourd'hui à mettre déjà en œuvre la 2e version de son plan climat, laquelle est dotée d'un montant de 300 millions de francs. Pour nous, le 10 septembre 2021 peut être qualifié de vendredi noir. Durant toute la matinée, le Grand Conseil a débattu de thèmes climatiques. Dans un premier temps, il a entériné, presque sans opposition, la proposition gouvernementale de doter le plan climat de 21 millions de francs pour 2022 à 2026. 1,8 million avait déjà été engagé en 2021, ce qui fait donc les 22,8 millions qui étaient présentés dans le document mis en consultation par le Conseil d'État. Mais à droite, presque personne n'a relevé que cette somme est ridiculement faible et qu'elle ne peut pas permettre la réalisation des objectifs du plan climat. Un plan pourtant loué par tous les porte-paroles des partis lors de ce débat. S'est ensuite ouvert le débat sur une autre motion populaire, dont l'issue a reflété une parfaite opposition gauche-droite. À part une voix pour et une abstention, la droite et le centre ont massivement rejeté notre motion. À gauche, elle a fait le plein des voix, mais cette gauche, à la Canton-Fribourg, elle est largement minoritaire. Pour les grands-parents pour le climat,
Cette double décision démontre qu'aussi bien le Grand Conseil que l'exécutif font preuve d'une vision à court terme et d'un réel déni de l'urgence climatique et environnementale. On reste dans ce 10 septembre 2021. La matinée s'est terminée par le vote d'une résolution dont la teneur contredit la politique des petits pas qui venait d'être avalisée par le vote de 21 millions pour 5 ans en faveur du plan climat et le rejet de 500 millions pour 10 ans de notre motion populaire. Les parlementaires ont en effet et largement approuvé un texte qui déclare, vous avez le texte sous les yeux en français et en allemand, l'urgence d'agir contre la menace qui pèse sous forme de réchauffement climatique et de la pollution sur notre habitat et notre biodiversité, et, donc le Grand Conseil, privilégie les solutions qui prennent en compte les dimensions de la durabilité. Au vu de ces notes contradictoires, on ne peut s'empêcher de penser que la majorité de nos élus se gargarisent de belles paroles, dont l'urgence d'agir, mais qu'elle est incapable de prendre des décisions courageuses qui permettraient au canton d'être à la hauteur des enjeux et de prendre l'urgence au sérieux. Même si notre motion populaire n'a pas convaincu le gouvernement et qu'elle a été rejetée par le Grand Conseil, il est indéniable qu'elle a provoqué une discussion nourrie sur les questions de climat et d'environnement. Il n'est pas exagéré de penser qu'elle a également permis de faire bouger quelque peu les lignes de ces thématiques. En particulier, elle a permis de mettre en évidence les constats suivants, il y en a 6, qui devraient marquer les débats futurs en matière de politique cantonale contre la crise climatique et environnementale. Tout d'abord, la loi climat ne peut pas être qu'une loi pour le climat, mais elle doit inclure toutes les politiques cantonales qui contribuent à faire face à la crise climatique et environnementale. Un observatoire indépendant de la réponse au dérèglement climatique devrait être mis sur pied. Son rôle serait d'assurer que toute nouvelle loi ou projet cantonal soit analysé en termes d'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Troisième chose, les mesures dites sectorielles faisant partie des dépenses courantes de l'administration cantonale et qui contribuent à la réponse au dérèglement climatique doivent aussi faire partie explicitement de la politique climatique cantonale, comme le propose d'ailleurs, de manière correcte, le Conseil d'État. Les autres mesures sectorielles qui contribuent à maintenir ou à accroître les émissions de gaz à effet de serre doivent aussi être incluses dans la politique climatique cantonale pour que des mesures soient prises afin de réduire leur impact dommageable. L'opportunité de certaines subventions cantonales doit ainsi être revue. La mise en œuvre de l'ensemble des mesures planifiées doit être accompagnée par la mise à disposition des administrations responsables des postes de travail nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Et finalement, le processus annoncé dans le plan climat de suivi et d'évaluation doit être doté de ressources humaines spécialisées suffisantes et des moyens financiers nécessaires pour un véritable processus d'apprentissage et d'amélioration continue pour la plus grande efficacité possible des actions de l'administration cantonale dans sa lutte contre la crise climatique. Tous ces points sont autant de sujets sur lesquels les grands-parents pour le climat de Fribourg mettront l'accent dans les années à venir pour développer leurs activités. Nous entendons par là contribuer au dialogue sur la politique climatique fribourgeoise en exerçant un rôle constructif de veille citoyenne et participative. À nous désormais d'inventer les moyens qui permettront de revenir à la charge afin de financer des mesures capables de respecter l'objectif d'une réduction de moitié des gaz à effet de serre d'ici 2030. Objectif qui, soit dit en passant, est déjà insuffisant par rapport aux nécessités. Il faut savoir que l'Europe, par exemple, a voté 55% et pas 50% pour 2030. Et surtout, empêcher notre canton de procéder à des investissements comme les nouvelles routes, par exemple, qui vont à l'encontre des objectifs affichés par les autorités. La première chose à faire quand on a un objectif, c'est de ne pas nuire. Comme le dit la Baloise Marie-Claire Graff, notre Greta nationale, d'après le journal Le Temps, le but est fixé, mais la suite bloque. Je vous remercie.
Merci beaucoup Jacques Eschmann de cet exposé vigoureux d'une démarche citoyenne qui montre peut-être quelles sont toutes les difficultés, peut-être aussi les écueils, ça dépend des cantons, mais aussi je pense une belle aventure que vous avez pu montrer avec les jeunes de la grève du climat. Et ça, c'est extrêmement réjouissant, cette démarche intergénérationnelle.